Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, la chaîne du continent. Et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Dimanche 1er mars, le gouvernement malien et quelques-uns des mouvements du Nord ont paraphé le document final des pourparlers d'Alger. D'autres mouvements ne l'ont pas fait, ayant demandé un certain temps pour expliciter, populariser et discuter du contenu de ce document avec leur base. Alors, à votre avis, ouvre le débat ce soir en se posant deux questions. Un accord sera certainement signé. Est-ce que cet accord sera un retour vers le futur antérieur? Est-ce que cet accord prémunira désormais les Maliens, le Mali et l'Afrique d'une prochaine rébellion? Voilà le débat que, à votre avis, vous propose ce soir. Nous avions voulu avoir sur le plateau un représentant du gouvernement malien, ou désigné en tout cas comme tel, afin d'expliciter la position officielle. On nous avait promis qu'il y en aurait. Il se fait qu'au moment où nous enregistrons cette émission, nous constatons comme vous que le gouvernement malien n'est pas représenté, malgré nos relances insistantes. Mais qu'à cela ne tienne, par respect pour vous, cette émission aura lieu avec le seul invité donc de ce soir, mais que j'ai beaucoup de plaisir à accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Il s'agit d'André Bourgeaud, que beaucoup parmi vous connaissent. André Bourgeaud est anthropologue, il est directeur de recherche émérite au CNRS en France et il est spécialiste de l'espace saharo-sahélien. Merci M. Bourgeaud d'avoir accepté pour les téléspectateurs d'Africab Télévision cette invitation. Non, c'est moi qui vous remercie, d'autant que par respect pour vos auditeurs, j'ai considéré qu'il était important et normal que je participe à cette émission, tout en regrettant quand même l'absence d'un représentant du gouvernement. Ça aurait été beaucoup plus intéressant parce que c'est pas du tout impossible que nos points de vue divergent sans pour autant que ce soit des points de vue totalement contradictoires ou antagoniques. Mais en tout état de cause, j'aurais apprécié la présence d'un représentant du gouvernement malien. En tout cas, merci à vous d'avoir maintenu cette émission. À votre avis, vous me donnez l'occasion de donner mon point de vue, sans mauvais jeu de mots. Très bien, Monsieur Bourgeaud. Voyons ce qu'en pensent les Africains dans le micro-trottoir, d'à votre avis. D'abord, le projet d'accord d'Alger paraphé par les autorités du Mali en soi est une bonne chose. Le maintien du mot Azawad en l'état actuel ne représente pas un danger. Par rapport à l'accord d'Alger que le gouvernement malien vient juste de signer en Algérie, moi je crois que c'est un accord salutaire parce que non seulement l'intégrité du territoire, la laïcité, le caractère unitaire du pays sont conservés. Bon, les accords d'Alger, comme je le dis, je ne suis pas un politicien, mais un accord toujours est un accord. Donc il y a beaucoup de compromis. Mais c'est vraiment dans l'application de l'accord, au moment des discussions de ce qui a été vraiment conclu, qu'on peut se rendre compte de la réalité. Et par rapport à l'application, je crois que la communauté internationale doit venir encore en appui aux côtés des autorités maliennes, vraiment pour mettre en application à part entière cet accord qui vient d'être paraphé. Le terme Azawad ne doit pas poser de problème si
il n'y a pas de partition du pays. Je pense personnellement que les accords qui ont été paraphés, moi je ne vois pas d'inconvénient à ça. Je pense que le mot Azawad, ça a été longuement expliqué, le Premier ministre aussi a expliqué. Vraiment, il n'y a pas de panique. Dans les accords, j'entends, on parle de Azawad, Awazad. À mon point de vue, le mot Azawad, on doit le supprimer des accords. Bon, l'accord d'Alger de leur application, en tout cas, je suis d'accord à part entière parce que j'ai vu l'évolution de cet accord-là, vu qu'ils ont quand même respecté les 5 points principaux que le Mali même avait comme priorité. En tout cas, par rapport à ce qui me concerne, moi je suis pessimiste. Je ne pense pas même à la signature de cette organisation par les groupes armés. Les accords d'Alger, globalement, je mets des réserves par rapport à cet accord et surtout en ce qui va concerner son application. Globalement, je crois qu'il y a une sorte de discrimination positive qui est dedans, qui à long terme, sur le long terme, risque de poser un problème énorme et sinon même une fracture entre le nord et le sud. J'invite les deux parties à respecter que ce peuple du nord, ces Tamasheks sont nos frères, qu'ils reviennent. Et moi, si j'arrive à avoir le patron, je vais lui donner des fessées, parce que moi, je suis son maître. Mieux vaut tard que jamais. Parce que les accords d'Alger, nous sommes après ça, il y a plus de 7 mois. Aujourd'hui, Dieu merci que nous avons pu conclure quelque chose et que nous avons paraphé des documents. Moi, en tant que Malien, citoyen, donc moi je suis très content. C'est-à-dire, je demande au gouvernement d'arrêter de nous berner. Ces accords ne mènent à rien, puisqu'on ne peut pas coiffer la tête de quelqu'un en son absence. Quant aux deux autres, à savoir la réintégration et à savoir le maintien du mot Azawad, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Le Coran estime qu'il y a un paragraphe dans l'accord d'Alger qui corrompt tout le reste du corps de l'accord. Ce paragraphe, c'est celui dans lequel l'État du Mali reconnaît pour la première fois l'existence d'une fiction. La fiction, c'est quoi l'Azawad? Comme étant une réalité socio-culturelle, mémorielle et symbolique. Voilà, alors, Monsieur Bourgeot, nous en sommes à la quelle rébellion au Mali? Si on part de celle de la première qui a commencé à l'époque coloniale en 1916 et qui a été animée par l'aménocale des Ouélimilon Firoun, ça doit faire la 5e. La première étant en 1916. À chaque fois, je contextualiserai les conditions d'apparition des rébellions. 1916, c'est intéressant parce que c'est en pleine Première Guerre mondiale sur le front européen et une partie des forces militaires africaines sont transférées sur le front européen. Donc, ça veut dire que c'est dans un contexte d'affaiblissement du pouvoir colonial. Ça, c'est la première. Ensuite, la seconde, c'est celle de la deuxième, 1963-64, s'inscrit aussi dans un contexte de construction de l'État malien à orientation socialiste. C'est important à mentionner aussi ce type d'orientation. Donc, un pouvoir étatique qui n'est pas encore très affirmé, avec l'autorité et la souveraineté de l'État ne pouvant pas s'exercer encore sur l'ensemble du territoire malien. Et cette révolte, là je ferai une distinction entre révolte et rébellion, cette révolte apparaissant donc dans ce contexte étant quelque chose de très minoritaire. Au moment donc des indépendances, avec aussi le cas algérien, puisque l'Algérie est indépendante, elle, en 1962, et se réclame tout, comme le gouvernement de Modibo Keïta, une orientation socialiste. Enfin, la troisième, plus précisément, 1990, intervient aussi dans un contexte qui est intéressant puisque c'est au moment des conférences nationales souveraines que cette troisième rébellion apparaît, donc dans un contexte où pratiquement l'État était inexistant puisqu'il s'agit de conférences nationales souveraines. Donc c'est ces conférences nationales qui exercent l'autorité de l'État. Donc un affaiblissement, voire une inexistence
l'existence de l'État. Ça, c'est pour 1990. 2006, on arrive donc à la quatrième, se caractérise par une dénonciation de la non-application du pacte d'Alger, qui, selon le point de vue des rebelles, n'a pas été appliqué. Les remarques sont assez pertinentes. Effectivement, le pacte d'Alger n'a pas été appliqué dans toutes ses dimensions. Donc c'est la quatrième. La cinquième, donc celle-ci, est, du point de vue politique, militaire, juridique et religieux, une situation particulièrement inédite. En quoi est-elle inédite? Parce que c'est ça l'objet de notre entretien. Alors, en quoi, cette fois-ci... Elle est inédite au moins pour trois raisons. La première raison, c'est que il y a apparition et implantation, voire sanctuarisation de groupes armés narco-djihadistes. Donc ça, c'est pour le caractère, pour l'aspect religieux. Ces groupes se réclament du salafisme djihadiste. Ils sont issus du démantèlement du groupe salafiste pour la prédication et le combat en Algérie. Et ils s'implantent, je crois que le terme n'est pas trop fort, à travers ce qui est reconnu par tout le monde, une sanctuarisation, plus particulièrement dans le septentrion malien. Ça, c'est pour l'aspect religieux. C'est la première fois qu'au Mali, il y a implantation de salafistes djihadistes. Le deuxième aspect... Alors avant d'arriver au deuxième aspect, M. Bourgeot, pourquoi précisément, à ce moment-là, y a-t-il l'expérimentation de, disons, cette idéologie militaro-religieuse? Alors, pourquoi à ce moment-là? Ça renvoie au fait qu'on peut considérer qu'à partir de 2003, 2004, 2005, l'ensemble du septentrion malien, que j'ai caractérisé par ailleurs comme étant une zone de non-droit, au sein duquel ou sur laquelle le pouvoir d'État était particulièrement inexistant. Donc une fragilité, des portes ouvertes à tout ce que vous voulez. Est-ce que c'était une fragilité structurelle ou est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agissait d'une fragilité opportuniste? Je dirais pas opportuniste, je dirais que l'absence de l'État, y compris à travers ses fonctions régaliennes, date à peu près du début du XXIe siècle. Donc il y a quand même quelque chose de structurel, parce que cette situation prévaut jusqu'à 2012, 2013, 2014. Donc ça, je pense que c'est plutôt quand même quelque chose de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où vous et moi nous sommes en train de parler, les causes structurelles sont encore actives. Oui, absolument. Très bien. Continuez, je vous avais insisté pour préciser. Voilà, continuez. Ça me permet de passer au deuxième aspect. Et le deuxième aspect, on peut difficilement faire l'économie de l'analyse et de l'essor de trafic de drogues illicites dans cet espace saharien du septentrion malien qui est... Encore une fois, lequel a précédé l'autre? C'est-à-dire entre l'espace malien dans son septentrion devenu espace de trafic, vous dites trafic de drogue, il y a du trafic de toutes sortes, nous le savons. J'y reviendrai, oui. Voilà. Est-ce que les conditions ont été créées pour que précisément ça devienne cet espace-là? Ou est-ce que c'est devenu cet espace-là parce que la nature a horreur du vide? C'est un ensemble de faits, et plus particulièrement le fait que c'est devenu une zone de non-droit, et cette zone de non-droit résulte de l'absence de l'affirmation de l'autorité et de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du septentrion malien. Ça, je pense qu'il faut le souligner avec force. Et c'est donc dans ce contexte-là que l'essor de drogues illicites, et plus particulièrement de la cocaïne, s'enracine et se développe d'une manière tout à fait significative, notamment à partir des années 2006-2007. Ça, c'est le troisième aspect. Le deuxième aspect, pardon. Et le troisième aspect, qui cette fois-ci fait référence à l'apparition de la rébellion du mouvement national de libération de l'Azawad, dont l'objectif déclaré et hautement déclaré est l'indépendance et la laïcité de ce nouvel État revendiqué, qui fait référence à cette notion d'Azawad, et je pense que c'est peut-être le moment aussi de dire qu'est-ce que c'est que l'Azawad. Dans tout état de cause, ces trois aspects, on reviendra là-dessus. Dans tout état de cause, ces trois aspects, donc l'aspect religieux, l'aspect acheminement, contrôle de drogues illicites, et puis apparition d'une rébellion armée à dominante Touareg et à finalité indépendante,
indépendantistes et laïques, font en sorte que c'est une situation totalement inédite. Alors, à propos du facteur religieux, il faut quand même mentionner aussi la création d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, en 2007. 2007, c'est encore l'époque où le feu Ben Laden était encore en vie. Et ça résulte du démantèlement du groupe salafiste pour l'organisation et le combat. Donc, grosso modo, le noyau dur d'AQMI, si vous voulez, est incarné par des Arabes algériens qui, une fois le GSPC démantelé, se sont réfugiés dans le septentrion malien et ont créé les conditions d'une sanctuarisation. Ça veut dire qu'ils ont pris aussi quelquefois épouses, plus particulièrement avec des femmes mortes bérabiches, mais aussi avec certaines femmes touareg de la tribu des Innan. Donc c'est quand même trois aspects particulièrement spécifiques qui font en sorte que c'est une situation inédite. Cette situation inédite conduit de facto, en tout cas, à une forme de partition territoriale, puisque 2/3 du territoire malien sont occupés par les forces djihadistes et aussi par le mouvement national de libération de l'Azawad. Très bien. Alors, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet, mais je pense que beaucoup de nos téléspectateurs doivent se dire, nous avons de manière récurrente des rébellions dans le nord du Niger, dans le nord du Mali. Est-ce qu'il est possible de concevoir la même logique interne à ces événements historiques récurrents violents? Est-ce qu'il est possible de ramener tout ça sur une explication commune, simple? Vous êtes un spécialiste de l'espace saharo-sahélien. Oui, je pense que vous pouvez peut-être nous éclairer sur cela. Je pense qu'il y a un certain nombre d'invariants qui ont existé pratiquement dès le début des révoltes et des rébellions touareg. Ces invariants ne sont pas du tout contradictoires aux spécificités des politiques et de l'organisation de politique des États-nations auxquels vous vous référez, à savoir le Mali et le Niger. Donc il y a des aspects particuliers incontestables. Mais les objectifs de ces rébellions, dans les grandes lignes, c'était à peu près les mêmes. En soulignant aussi qu'il y a eu des tentatives avortées de créer les conditions d'une certaine union. Il y a eu la création de groupes Touareg rebelles qui visaient à la réunion, à l'union, ou pour le moins à l'alliance entre les rébellions Touareg au Mali et les rébellions Touareg au Niger. C'est quelque chose qui est important. Le caractère inédit aussi de celle de 2012, c'est qu'il y a eu des tentatives qui sont allées dans ce sens, mais qui ont été soldées par un échec, puisque au Niger, il n'y a pas eu apparition de rébellion. Et cet échec serait dû à quoi? Parce que, il faut le dire, parce que vous imaginez bien que je ne vous pose pas la question pour rien. C'est parce que des chercheurs, des gens avisés comme vous, ont dit, ah oui, mais si ça s'est cassé la figure, excusez-moi l'expression, au Mali, c'est parce qu'ils n'ont pas fait comme au Niger, où il y aurait eu une gestion plus pragmatique de la problématique touareg. Est-ce que vous êtes de cet avis ou pour clore ce chapitre-là, avant d'entrer dans le texte? L'histoire du Mali, comparée à l'histoire du Niger vis-à-vis des rébellions, c'est quand même assez différent, notamment à propos des points suivants. Je dis bien les sociétés touareg, et non pas la société touareg, compte tenu du fait qu'il y a une diversité très grande. Ouais, les populations touareg, pour éviter de se référer à la notion de société, au Niger, sont sur l'ensemble du territoire nigérien. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à souligner, parce que ça crée les conditions de l'intégration et des rapports à l'autre. Alors qu'au Mali, c'est pas du tout le cas. Mais nonobstant quoi, M. Bourgeot, on a quand même eu des rébellions au Niger aussi. C'est vrai. Mais après, je vais donner d'autres explications. Oui, les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'apparition des rébellions Touareg en 2010, 2011, 2012. Alors que au Mali, les populations Touareg sont très circonscrites dans le septentrion malien et plus particulièrement dans l'extrême nord-est d'une part et d'autre part que l'histoire du Mali a fait en sorte, plus particulièrement à l'époque de Modibo Keïta, où il y a eu la révolte de 63-64, qui a été réprimée et qui
qui a aussi créé les conditions d'un isolat ethnique, puisque à l'époque, toute cette partie du Mali était interdite aux étrangers. Donc, de facto, ça a créé un isolat ethnique. Et je me souviens, puisque pour y avoir travaillé en 72, quand j'étais en brousse avec les IFORAS, quand ils parlaient du Mali, ils disaient toujours ceux du Mali. Alors, à partir du moment où ils catégorisent les choses en disant ceux du Mali, ça veut dire qu'eux ne sont pas partie prenante. Et le contexte du septentrion malien n'était pas du tout le même que celui du Niger. Tout ce septentrion, Kidal, Abel-Barat, Salit et tout ça, c'était aussi le lieu, à l'époque, c'était le bagne des prisonniers politiques. Il faut le resituer dans le contexte du gouvernement du général Moussa Traoré. C'était aussi le lieu où on déportait les criminels. C'était aussi le lieu où des militaires avaient été sanctionnés pour des raisons d'indiscipline et d'ignorance. Donc il y a eu toute une image négative qui s'est faite sur le Nord et qui, en définitive, a été aussi appropriée par les représentations des populations du Sud. Enfin, pour répondre plus directement à votre question, c'est que au Niger, il y a eu une politique d'intégration structurelle, cette fois-ci, au sein des appareils d'État, puisque le gouvernement de M. Mahamadou Issifou a pris comme Premier ministre une personnalité, un grand commis de l'État, j'allais dire. C'est vrai qu'on a eu oui, mais dans un contexte différent. Parce que ce monsieur-là représentait l'ensemble des populations touareg sur un territoire national. Je reviens à cette idée qui est importante, qui me paraît très importante, c'est qu'il y a eu intégration sur un territoire. Ce qui n'est pas le cas ici, ça a été une localisation, une territorialisation qui renvoie quand même au septentrion. Ça, c'est un autre aspect. Et puis, par ailleurs, le septentrion nigérien n'a pas été une zone de non-droit. Donc là, je reviens sur la responsabilité du pouvoir central et de l'État. Nous allons y revenir. Parfait. Nous allons y revenir. Dernière question sur cet aspect. Il y a un aspect que vous n'avez pas abordé. Je pensais que vous l'auriez fait. Vous ne l'avez pas fait. Moi, je vous le propose. Est-ce que le vieux projet colonial français de l'OCRS, de l'Organisation commune des régions sahélo-sahariennes, qui avait une visée purement géostratégico-économique du point de vue français, n'est pas un facteur, je ne dirais pas déclenchant, mais qui entretiendrait cette espèce d'irrédentisme qui peut avoir des raisons basiques autres. Vous n'avez pas parlé de ça? Non, j'en ai pas parlé parce que... pourquoi? Parce que je suis passé à autre chose, mais j'avais l'intention de parler. Vous me tendez la main, bien sûr. On y va alors. Vous me tendez la main, bien sûr, je la prends. Les conditions d'instauration de l'Organisation commune des régions sahariennes, c'est 1957. 1957, là aussi, je recontextualise les choses, c'est la guerre en Algérie. Une guerre qui a duré quand même 8 ans, il faut le rappeler. Et c'est dans un contexte aussi... 54-62. Oui, ça fait 8 ans, non? C'est ça. C'est ça. Alors que dans le contexte malien, 57, c'est dans les processus de décolonisation à caractère pacifique. C'est important à mentionner. Et que l'objectif de la France dans ses perspectives, dans ses conditions coloniales et dans ses perspectives néocoloniales, a intérêt à créer les conditions d'une séparation entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, pour des raisons que vous savez, puisque vous avez fait vous-même référence à l'OCRS, qui recelait des ressources minières, disons des ressources extractives particulièrement importantes, et plus particulièrement le pétrole, qui se trouvait dans le Sahara algérien. Lors des négociations, au moment des accords d'Alger, des accords d'Évian, pardon, vous voyez, lapsus intéressant. Alors, on viendra aux accords d'Alger. Alors, les accords d'Évian, bien sûr que l'Algérie indépendante n'allait pas accepter une telle conception. Mais l'OCRS, qui est intéressant aussi, ça concernait essentiellement les sociétés de pasteurs nomades et plus particulièrement les sociétés touareg. Donc, au vu de cette séquence historique qui a quand même marqué les esprits, je doute fort que ça n'a pas laissé des traces dans la mémoire historique des Maliens, des Nigériens et de toute la bande saharo-sahélienne. Des Mauritaniens ou Tchadiens. Absolument. Très bien, M. Bourgeot. Alors, on va clore un peu ce déblayage que nous avons fait pour contextualiser notre entretien, comme vous l'avez dit. Alors, et nous allons rentrer dans les pourparlers d'Alger. Alors, je vais vous lire, si vous le voulez bien, je vais vous lire quelques éléments du préambule du document. Et nous allons d'abord commencer par
les considérants de ce préambule parce qu'ils me paraissent particulièrement significatifs. Je vous suis. Il y est écrit, ayant procédé à une analyse approfondie de la situation au Mali en général et en particulier la nature des crises que connaissent périodiquement les régions du nord du Mali. Déterminé à éliminer définitivement les causes profondes de la situation actuelle et à promouvoir une véritable réconciliation nationale fondée sur une réappropriation de l'histoire à travers une unité nationale respectueuse de la diversité humaine caractéristique de la nation malienne. Convaincu de la nécessité de reconstruire l'unité nationale du pays sur des bases novatrices, reconnaissant la nécessité d'accélérer le développement économique, social et culturel du nord du Mali à travers un système adapté, reconnaissant la nécessité d'une gouvernance conforme aux spécificités géohistoriques et socio-culturelles des régions du Nord, reconnaissant la nécessité de restaurer sans délai la sécurité, promouvoir durablement la paix et la stabilité dans notre pays, voilà, c'est ce qui est écrit, et traduire dans la réalité les règles de bonne gouvernance, de transparence dans la gestion, de respect des droits de l'homme, de la justice et de la lutte contre l'impunité, reconnaissant, enfin, l'impératif de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, les partis réitèrent leur attachement, etc. On va rentrer par la suite. Je vous ai cité un certain nombre de considérants et je voudrais que nous en discutions. Alors, bon, la première chose que je dirais, c'est que tous ces considérants sont une approche très classique des documents issus de pourparlers, etc. Donc, il est tout à fait normal, vous avez fait référence à la notion de considérant, c'est un vocabulaire qu'on a l'habitude d'entendre. Ça renvoie aussi à des formes de déclaration d'intention qui seront structurées à travers le document, qui va suivre. Mais auparavant, je voudrais vous dire la chose suivante, c'est que sans avoir lu le document, ma première réaction, sachant que ça avait été paraphé par la grande majorité des représentants au Nord, j'avais dit c'est une avancée importante parce qu'elle va dans le sens de la paix. Ça, c'était ma première réaction lorsque j'ai su que c'était paraphé par tout le monde, à l'exception de la coordination des mouvements de l'Azawad, composé du Mouvement national de libération de l'Azawad, du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et d'une partie du mouvement arabe de l'Azawad. Ça a été ma position. J'ai dit c'est quelque chose. Alors après, je me suis dit, mais est-ce que je ne suis pas dans un rêve éveillé? Parce que à la lecture du document, c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que c'est des transformations structurelles. On va y arriver. Je vous explique comment j'ai réagi. Une sorte de rêve, ça veut dire que ça avait été une avancée, puisque ça a quand même été 7 mois ou 8 mois de négociations pour aboutir à un document dont les éléments substantiels étaient déjà contenus dans Alger 4. Et puis à la lecture, cette fois-ci, du document, j'ai plus considéré que c'était une avancée et que mon rêve éveillé retombait dans la réalité et que ce n'était plus un rêve, ce serait autre chose. Et je vous laisse deviner le terme. Quoi, par exemple? Bon, non, ne me laissez pas deviner, dites-le. Non, je vous dis, je vous laisse deviner. Si vous voulez pas deviner, je vais le dire. Je dis, mais est-ce qu'il y a quelque part un peu un cauchemar à la lecture de ce que j'ai lu, parce que je ne m'attendais pas du tout à un tel contenu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments positifs, mais toute la structure du document m'a inquiété d'une manière assez forte. On y reviendra plus particulièrement sur les piliers de ce document. Voilà, alors abordons justement ces piliers. Alors moi, j'y verrai 3 ou 4 problèmes de fond. Le premier, par ordre chronologique, par présentation du document, c'est la référence à la notion d'Azawad. Voilà. Je lis, l'appellation Azawad recouvre une réalité socio-culturelle, mémorielle et symbolique, partagée par différentes populations du Nord Mali, constituant des composantes de la communauté nationale. Exactement. Alors là, je tiens à dire quelque chose sur la notion d'Azawad. Je pensais que ce recours à la notion d'Azawad
c'était terminé, qu'on ne faisait plus référence à cette notion d'Azawad. Pourquoi Vous me donnez l'occasion de préciser qu'est-ce que c'est que l'Azawad. L'Azawad est de la portion géographique comprise, donc c'est une définition ethno-géographique de l'espace compris entre Tombouctou, Arawan et quelquefois même jusqu'à Taoudeni. Et ça, c'est sillonné par les passeurs nomades Brabiche. 400 km². C'est ça l'Azawad, pas plus. Ensuite, vous avez une acception administrative de l'Azawad qui concerne les 3 régions administratives, pas territoriales, Tombouctou, Gao et Kidal. C'est comme ça que c'était présenté. Et enfin, vous avez une 3e acception issue de la rébellion indépendantiste et laïque qui considère que l'Azawad, vous pouvez reprendre les textes qui ont légitimé leur intervention armée à des visées indépendantistes, ils considèrent que l'Azawad est le territoire de leurs ancêtres Touaregs, dont ils ont été dessaisis par la colonisation du Mali. Quand on voit ce type de vocabulaire, on se dit où est-ce que l'on est. Donc il s'agit bien de ce que j'ai dit un peu partout, il s'agit d'une imposture, d'une supercherie politique. Tout mouvement politique, de mon point de vue, a le droit de construire des territoires, à condition, et c'est le chercheur qui parle, de ne pas se référer à une antériorité historique pour légitimer les revendications politiques. Or, historiquement parlant, il n'y a jamais eu de royaume, il n'y a jamais eu de chefferie, et il n'y a jamais eu d'empire de l'Azawad. Donc c'est une construction politique complète. Je suis un peu étonné qu'on accorde cette notion d'Azawad qui a un contenu qui incorpore une dimension politique très forte. Azawad, je termine là-dessus, Azawad incorpore l'indépendance, incorpore une partition territoriale du territoire du Mali. C'est ça que ça incorpore. Alors ensuite, on dit, mais on voit pas pourquoi on ne parlerait pas de l'Azawad, parce qu'on peut dire aussi la région du Ouazzoulou, on peut dire la région du c'est exactement la question que j'allais vous poser. Parfait. On peut dire le Kénédougou, on peut dire le Kénédougou, on peut dire le Mandé, on peut dire... Absolument. En quoi y a-t-il problème? À cette différence près, je vous réponds, c'est que ce raisonnement par analogie n'est pas du tout un raisonnement historique. Sauf erreur de ma part, et je parle sous votre contrôle, à ma connaissance, les populations du Ouazzoulou, les populations du Mandé, les populations du Kénédougou n'ont jamais pris les armes pour revendiquer... Évidemment. Oui, mais ça, c'est capital. Absolument. C'est fondamental. Je dis bien c'est fondamental. Et j'en reviens sur le problème de la sémantique. Et qu'est-ce que ça veut dire que la sémantique? Azawad incorpore, que vous le vouliez ou non, cette idée d'indépendance. Oui, mais on vous dit dans le texte, Monsieur Bourgeot, l'appellation Azawad recouvre une réalité socio-culturelle, mémorielle et symbolique partagée par différentes populations du nord du Mali. C'est clair. Alors je dis ceux qui ont écrit ça ne l'ont pas écrit par hasard. Absolument. Ils font référence à la notion d'Azawad complètement réduite, et je peux dire, voire même à la limite, manipulée. C'est pas une réalité socio-culturelle uniquement. Si on ne fait pas référence à l'histoire qui a fait en sorte qu'il y ait une partition territoriale pendant plus d'1 an, on dénature l'histoire. On peut pas réduire l'Azawad à une réalité socio-culturelle. On peut dire en revanche que les populations dont il s'agit de trouver un terme autre que celui de l'Azawad, qui a une connotation très forte. Très très forte. L'Azawad, pour les gens, ça représente pas la réalité socio-culturelle. Ça représente les visées indépendantistes des mouvements rebelles. Moi, je pense que c'est une très grande concession qui a été faite à la coordination. Et que ces concessions-là, c'est à la limite du compromis. Des mouvements armés du nord du Mali, qui incluent ceux qui n'ont pas encore paraphé le document. Là, moi, je suis surpris parce que c'est connu que c'est une notion fabriquée. Et là, elle est réduite justement pour faire des concessions au mouvement à la coordination qui ne paraffe pas. Donc si c'est pas paraffé, on se dit mais attends, pourquoi il y a une telle concession? C'est quand même un compromis qui est à la limite de la compromission et de la réalité historique, en tout cas politico-historique. Donc ça me dérange. Monsieur Bourgeot, que cela vous dérange, je peux le comprendre. Mais la suite de ce que nous venons de citer mérite d'être lue. Et voilà ce qui est dit. Une compréhension commune de cette appellation qui reflète également une réalité humaine. Je dis que là, les mots sont pesés. On ne dit pas une réalité humaine comme ça, par hasard. Devra constituer la base du consensus nécessaire
dans le respect du caractère unitaire de l'État malien de son intégrité territoriale. Moi qui ne suis pas très versé dans les subtilités diplomatico-langagières des négociateurs, je ne comprends pas très bien ce que ça signifie, ça. Bon, si vous ne comprenez pas très bien, j'aurais tendance à vous dire aussi que je ne comprends pas très bien, mais, et ce mais est important, une compréhension devra constituer. Devra. Donc il s'agit bien de dire, vous devez comprendre ça, et pas autre chose. C'est ce que j'ai compris. Oui, mais ça me dérange. Parce qu'après, on fait référence, par rapport à ce document qui va être présenté à des conférences d'entente nationale. On y vient. On va y venir. Donc les conférences d'entente nationale devra constituer la base du consensus nécessaire. Donc on préjuge, et c'est ça qui me gêne, on préjuge du résultat de ce document qui sera présenté aux conférences d'entente nationale, d'autant que, sauf erreur de ma part, le ministre des Affaires étrangères a mentionné quelque part que ce document était ficelé. Oui, donc s'il est ficelé, pourquoi mettre des conférences d'entente nationale, qui est un bon principe démocratique. Si effectivement il est actif, il crée une dynamique, il crée des relations entre les institutions, les experts et la population. Ça, c'est une très bonne chose. Mais après, on se dit, mais est-ce que ça ne va pas simplement être une chambre d'enregistrement et qui fera en sorte qu'il n'y a pas le choix? Il faut aussi paraffer et conduire les gens de la coordination à paraffer. À mon avis, il n'y a pas de problème, ils vont paraffer. C'est quand même un document qui va sensiblement dans le sens de leurs revendications. Mais comme ils ne peuvent pas perdre la face au niveau des négociations, il faut quand même bien quelque part qu'ils frappent un peu sur la table en disant, hey, nous on existe, ça ne nous convient pas. Mais on va y revenir, plus particulièrement sur la mise en place de la régionalisation. Très bien. Alors, donc, premier point, vous avez dit, c'est le concept Azawad. Nous venons donc de déblayer un peu, mais je tenais à souligner le devra. Absolument. Parce qu'en français, ça veut dire ce que ça veut dire. Très bien. Je vous donne la parole donc pour le deuxième point, puisque le premier point c'était Azawad. Le deuxième pilier qui est tout aussi important que cette notion d'Azawad, c'est toute la réorganisation politico-administrative de l'État-nation et de l'État unitaire malien, avec plus particulièrement la mise en place des régions. Je dois vous avouer que je ne maîtrise pas, je ne sais pas très bien qu'est-ce que c'est que les processus de régionalisation au Mali à travers la constitution des territoires. Je ne l'ai pas. Peut-être que le document existe, mais je ne le connais pas. Mais c'est relativement secondaire, cette territorialité. Ce qui m'importe dans ce second pilier, c'est le recours au suffrage universel, quels que soient les types d'élections. Je vais m'expliquer plus concrètement. Alors, je vais, avant que vous expliquiez, je vais juste pour nos téléspectateurs, c'est que la région est dotée d'une assemblée régionale élue au suffrage universel direct. Le président de l'assemblée est élu au suffrage universel direct. Il est également le chef de l'exécutif et de l'administration de la région. Bon. J'allais dire no comment, mais il va y avoir comment. Ah ben, il faut bien. Oui, merci. Que l'Assemblée régionale soit issue au suffrage universel, je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça renvoie effectivement à de nouveaux types de rapports avec les populations locales, avec les pouvoirs locaux, etc. Je trouve que c'est une bonne chose. En revanche, ce qui me dérange beaucoup, c'est l'élection au suffrage universel du président de région. S'il est élu au suffrage universel, c'est exactement les mêmes modalités électorales que le président de la République. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'a de compte à rendre à personne, puisqu'il est élu directement par le suffrage universel. Alors que s'il était élu à partir de la composition des assemblées régionales, ce seraient ses pairs qui l'auraient élu. Et ça me paraît démocratique. D'autant que face à ça, il y a des comptes à rendre à ceux qui l'ont élu. Donc c'est pas du tout la même chose que l'élection au suffrage universel du président qui, en définitive, à la lecture du document, mais le document ne fait pas référence au pouvoir du président de la République, c'est des pouvoirs énormes dont il sera détenteur. Hein. Il y a toute une description de ses pouvoirs, etc. On n'a pas le temps de rentrer. Non, on n'a pas le temps de rentrer. Mais évidemment. Voilà. Et ça me fait froid dans le dos parce que je pense, associé avec de ce dont on va parler après, il y a l'Azawad, j'ai un peu l'impression que c'est des processus de démantèlement de l'État.
au profit d'une régionalisation qui est plus un régionalisme qu'une régionalisation. Alors la question que je pose, et je la pose à vos téléspectateurs, quel sera l'organe qui va réguler voilà, parce que dans le cadre d'un État-nation ou d'un État unitaire, la fonction de l'État, quand l'État fonctionne correctement, a cette fonction de régulation. Or là, cette fonction disparaît. Et c'est quand même quelque chose qui est particulièrement inquiétant. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir création de compétition entre les différentes régions et que cette compétition s'appuiera sur les richesses que recèleront ces régions. Donc ça va institutionnaliser les rapports d'inégalité qui seront institutionnalisés dans un contexte quand même où la pauvreté est extrêmement importante au Mali. Oui, mais M. Bourgeot, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une espèce de mécanisme de péréquation nationale cette fois? Le document fait référence à la péréquation. Bon, est-ce que ça ne permettrait pas un peu d'amoindrir les effets négatifs de ce qu'à bon escient vous soulignez? Ça permet de les amoindrir sur le papier. Dans la réalité, c'est autre chose, parce que c'est extrêmement compliqué. On l'a vu déjà dans le cadre d'un État-nation, d'un État unitaire, où l'État est affaibli. C'est quelque chose qui pourrait éventuellement fonctionner dans le cadre d'un État fort. Je dis bien d'un État fort, ce qui n'est pas le cas des États d'Afrique de l'Ouest ou de la bande saharo-sahélienne. Donc c'est la porte ouverte à des formes de régionalisme cette fois-ci. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que ça ne préfigure pas de formes d'organisation fédérale? Imaginez la chose. Peut-être on en reparlera dans 6 mois, dans 1 an. Est-ce qu'un président de région ne va pas déclarer qui va se déclarer président de la République du Ouassoulou ou de ce que vous voulez? C'est porteur de ça. Donc cette autonomie envisagée peut aussi très bien être récupérée dans un sens républicain. Vous pensez que ces textes-là sont porteurs des germes de ce type d'évolution? En tout cas, d'autonomisation et de régionalisme à base ethnique. Il faut le mentionner. Je pense, porteur aussi de formes de fédéralisme, je pense. Ensuite, quand je vous parle de république du Ouassoulou, etc., c'est un peu par provocation, mais pourquoi pas? Moi, si je suis élu, je peux très bien proposer à mes électeurs de m'appeler, non pas simplement région un tel, mais de République du Ouassoulou, République du Kénégou, République de ce que vous voulez. Qui m'en empêche? D'autant qu'ils ne disent pas quelque part qu'ils n'ont pas le droit de se référer à la notion de République. Alors, est-ce que cette notion de République sera spécifique pour l'ensemble du territoire et de la nation malienne? C'est pas dit. Donc, vous voyez, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui font un peu froid dans le dos parce que ça va dans ce sens. Très bien. Nous avançons. 4e point. Si vous en avez, sinon, moi j'en ai. Non, moi j'en ai. Voilà, allez-y. Vous avez la parole. C'est sur la dimension religieuse. Très bien. On entend partout, à longueur de temps, qu'il faut respecter l'unité territoriale, l'intégrité territoriale, la laïcité de l'État. Or, j'observe que, je crois que c'était la page 13, 6, 16, 13, la voilà. Il est explicitement écrit, et c'est pas par hasard, on écrit promotion d'une formation de qualité à tous les acteurs et auxiliaires de la justice, y compris les cadis. C'est ça. Sauf erreur de ma part, un cadi, c'est pas laïque. Un cadi, c'est une terminologie musulmane. Donc, à partir du moment où on intègre et on confère des pouvoirs au cadi, est-ce que, c'est une question que je pose, est-ce que la notion de laïcité n'est pas sensiblement édulcorée? Or, dans le document, il est dit que le caractère laïque, en particulier de l'État malien, est reconnu dans ce texte dont nous sommes en train de parler. Oui, alors moi j'aurais tendance à dire qu'il y a un certain nombre d'incohérences et de contradictions. On ne peut pas dire d'un côté qu'on va reconnaître les cadis, qui est loin d'être une notion citoyenne, sans parler de... C'est les juges musulmans. Absolument, qui vont donc intervenir selon les normes de la justice musulmane. Est-ce que ce n'est pas une prise en compte pragmatique de la réalité du fait malien? Parce que les Maliens ont la justice de type napoléonienne, oui. Mais ils ont aussi, dans la réalité, les références coutumières et y compris religieuses dans le traitement des litiges. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une tentative, du moins, d'intégration pragmatique du réel? Moi, je ne dirais pas que c'est une tentative. C'est écrit, donc c'est plus qu'une tentative. Et si je vous suis, pourquoi pas? Mais à condition de dire que l'État malien n'est pas laïque.
À condition de dire, si vous permettez, à condition de dire, il y a une mixité. Et ça appartiendra aux populations maliennes de décider de cette mixité. Or, il n'y a nulle part recours à cette notion de mixité. On leur confère des pouvoirs que l'État n'a pas à conférer à la religion. Donc, on va renforcer quelque part l'islam à caractère politique. Et on va l'institutionnaliser, on va le légitimer, on va le légaliser. Mais est-ce que dans les faits, ce n'est pas le cas, M. Bourgeot? Mais attention, que les usages se réalisent, c'est une chose. Moi, je ne suis pas du tout contre les usages. Mais les usages restent des usages. C'est pas institutionnalisé par le pouvoir d'État. Tandis que là, c'est carrément une institutionnalisation de la dimension religieuse. C'est autre chose. C'est un nouveau pouvoir qui est reconnu par l'État, par les régions et donc potentiellement aussi par les populations maliennes. Et ça, quelque part, ça gêne. Est-ce que ça n'implique pas, je n'ai pas suffisamment de connaissances de la Constitution, est-ce que ça n'implique pas aussi une modification de la Constitution? C'est une question, en tout cas, qui mérite d'être posée. Très bien. Nous allons avancer parce que le temps nous est compté. Oui. Alors, je vais vous donner la parole tout à l'heure pour que vous terminiez. Oui. Parce qu'en réalité, ce qui intéresse nos téléspectateurs, c'est le point de vue du chercheur. Le vôtre. C'est ça qui est important. Mais moi, je voudrais poser deux petites questions auxquelles je vous demanderai de répondre rapidement. Et puis ensuite, vous avez la parole pour terminer l'émission. Alors, vous savez, le lundi 2 mars, l'Institut malien de recherche action pour la paix au Mali m'a fait l'amitié de m'inviter à la restitution d'un rapport qu'ils ont fait sur tout le territoire malien, justement à l'occasion de cette crise, et qui s'appelle Autoportrait du Mali, sur les obstacles à la paix. Ce qui m'a frappé pendant tous les discours qui ont été tenus au cours de cette cérémonie, c'était le refus, le rejet, sous toutes les formes possibles, de l'injustice et de l'impunité. Ça, c'est revenu chaque fois. Chaque fois, c'est revenu. Le pauvre n'a pas de droit, le pauvre est brimé, le riche est impuni, il n'y a pas de justice. Ça, c'était le cœur, en réalité, c'est ce que moi j'ai retenu. Or, dans le texte que j'ai sous les yeux, il est souvent fait référence à la justice. Vous-même venez de citer l'exemple. Dans quelle mesure est-ce que la problématique de l'injustice accolée à celle de l'impunité, qui sont des faits incontestables dans la société malienne, au-delà, dans quelle mesure est-ce qu'il ne s'agit pas là du lit de la prochaine rébellion, qui peut-être ne viendrait pas du Nord, mais viendrait de partout, peut-être? Que dit le chercheur que vous êtes? Bon, le chercheur, il n'est pas compétent dans tout. Il a un point de vue sur tout. C'est un petit peu le drame du chercheur. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, en se référant au texte, j'ai malheureusement le sentiment que c'est porteur aussi de mécontentement, et ce mécontentement, il risque de s'exprimer. La partie qui me paraît intéressante, c'est tout ce qui est écrit à propos de l'impunité, plus particulièrement pour les conditions de réintégration dans l'armée. Là, il y a quelque chose aussi qui est un petit peu incohérent. Oui, c'est-à-dire que les autres doivent être intégrés au minimum au grade qu'ils avaient quand ils étaient partis, etc. Bon, moi, le petit blanc que je suis, et qui résonne aussi avec ces catégories, on appartient, quand un militaire dans une armée déserte, il est sanctionné par la justice militaire. Apparemment, là, on ne fait pas référence à la justice militaire. Alors, l'impunité, donc. Mais ça repose le problème de l'ambiguïté de cette impunité. Mais quelque part, c'est quand même précisé qu'on ne fera pas une réintégration dans n'importe quelle condition, puisqu'il y aura une commission, commission qui se mettra en place, et que tous les crimes de guerre, toutes les activités criminelles, les viols, etc., seront soumis à la justice. Et même, je crois, quelque part, ils font référence aussi au CPI. Il n'en demeure pas moins vrai qu'on va réintégrer des gens qui ont pris les armes contre leur pays et qui ont procédé à une partition territoriale. Comment? Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais je me mets à la place des militaires maliens qui n'ont pas déserté. Comment ils vont accepter ça et quel type de relation il va y avoir avec les déserteurs? Ils l'ont déjà accepté dans le passé. Oui, les relations n'ont pas été tellement bonnes avec ceux qui avaient déserté. Et puis, autre chose qui paraît importante et qui est consubstantielle et qui corrobore le document, c'est quand même aussi l'introduction d'une dimension ethnique dans une armée qui se dit républicaine et nationale.
Or, si vous faites le lien avec tout ce qui présente, on voit bien la dimension ethnique, même si elle n'est pas mentionnée en tant que telle. Et c'est ça qui me fait un peu froid dans le dos. C'est-à-dire la perte du référent national au profit du référent ethnique. La régionalisation, elle ne pourra se faire aussi que sur des bases d'ethnique et donc d'ethnicité. Et enfin, je voudrais attirer l'attention sur la chose suivante. Parce que lorsque tout à l'heure... Vous avez la parole jusqu'à la fin de l'émission. Ah, j'ai combien de temps 5 minutes. Ouais, vous faites bien de me dire, parce que vous voulez dire que j'ai tendance un peu à parler trop. Non, vous avez la parole pour éclairer nos téléspectateurs. Voilà, alors, par rapport à ce document, ce qui me paraît intéressant, il n'y a qu'une seule fois recours à la notion d'Assemblée nationale. Et ce recours à la notion d'Assemblée nationale, c'est simplement pour mettre en place une nouvelle loi. Rien sur l'Assemblée nationale, ses pouvoirs, que vont représenter les élus, par rapport à la régionalisation qui est mise en place. Alors je me dis, est-ce que c'est une carence dans la réflexion ou bien est-ce que c'est plus grave que ça? C'est quel type de relation il y aura entre l'Assemblée nationale et l'Assemblée régionale? Le document ne l'aborde pas. Et s'il l'aborde pas, est-ce que c'est une absence de conception, de réflexion, ou alors parce que c'est trop compliqué, on l'aborde pas là, on l'abordera plus loin? Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, parce que lorsque je parle de démantèlement de l'État-nation, je m'appuie sur le fait que rien n'est dit à propos de l'Assemblée nationale. Donc je suis en droit, à partir du moment où il n'y a pas référence à ça, de me poser des questions sur les processus que la régionalisation, voire le régionalisme génère. Ça me gêne. Continuez, vous avez la parole. D'accord, donc c'est essentiellement ça. Moi j'ai des questions à vous poser, mais je préfère que vous, en tant que chercheur, vous qui avez, en plus en tant que petit blanc, vous avez un regard transversal, peut-être que ce serait bien que vous nous fassiez part de vos inspirations. Alors, bon, j'ai donné mon point de vue, puisque c'est à votre avis. J'ai pas d'avis, mais j'ai un point de vue. Là-dessus, je pense avoir dit ce que je pensais de ce document. Ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est autre chose. Mais je pense avoir dit un peu l'essentiel. Mais dans le prolongement du problème de l'Assemblée nationale, rien n'est dit sur le rôle et les fonctions des ministères actuels. Dans le cadre de la régionalisation, par rapport aux assemblées régionales et par rapport au pouvoir conféré au président de région élu au suffrage universel, quid des ministères? Est-ce qu'il va y avoir transfert des ministères au niveau régional? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Les ministères, ils incarnent une organisation administrative et politique dans le cadre d'un État-nation. Or, ce document-là va dans le sens d'un affaiblissement, d'un amenuisement sensible de l'État unitaire. Qu'est-ce qu'on va faire des ministères? J'en sais rien, on n'y fait pas référence. Encore une fois, pas de référence à l'Assemblée nationale, pas de référence au ministère. Donc il y a quelque chose qui nous interpelle et qui dit où est-ce qu'on va. Alors, il y a tout ce que vous avez dit et certains des aspects que j'ai soulignés, mais j'ai aussi sous les yeux et dans le texte ceci que je vais vous lire. Les parties conviennent de la mise en place de mécanismes au pluriel de justice transitionnelle, notamment par l'opérationnalisation de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Ça veut dire quoi, ça? Vous avez le don de poser de bonnes questions. Vos questions sont bonnes parce que je suis gêné pour y répondre. Moi-même, je ne comprends pas très bien cette sorte de logorée de termes où on a l'impression que c'est des termes qui sont accolés, qui se succèdent, mais j'en vois pas le contenu. Autant pour le reste, c'est clair, autant pour ce genre de choses qui relèvent un petit peu du verbiage, j'ai des difficultés non seulement à le comprendre, mais comme j'ai des difficultés à le comprendre, j'ai des difficultés à me situer par rapport à ça. Monsieur Bourgeot, nous reviendrons, comme vous l'avez dit, probablement dans le cadre d'une autre émission, dans votre avis sur cette problématique qui n'est pas uniquement que malienne, qui est africaine et que nous n'avons pas pu épuiser. Ce n'était pas notre prétention, évidemment, en 52 minutes. Mais merci au nom de nos téléspectateurs d'avoir accepté de nous éclairer un peu, d'avoir le point de vue du petit blanc qui connaît bien la matière. Voilà, si vous avez un dernier mot à dire. Un dernier mot qui n'est pas négligeable. Je pense que l'Afrique et une partie du monde a les yeux fixés sur le Mali. C'est la raison pour laquelle que toutes ces réformes qui seront mises en œuvre
risque aussi de servir, peut-être pas de modèle, mais d'attirer l'attention des autres pays. J'ai considéré assez tôt que le Mali était un peu un laboratoire expérimental de nouvelle organisation du politique. C'est le cas. Les yeux sont fixés sur le Mali. Le Mali ne peut pas se permettre de faire de grosses erreurs. Merci de m'avoir invité, d'avoir invité le petit blanc. et peut-être à bientôt vous revoir. Merci, Monsieur André Bourgeot. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes à la fin de notre émission de ce soir. La semaine prochaine, l'équipe d'À votre avis va prendre un peu de repos et puis nous nous retrouverons donc dans 2 semaines. Faites-nous confiance, comme d'habitude. Prenez bien soin de ceux que vous aimez et à la prochaine.